Bonsoir à tous et bienvenue au webinaire des résultats annuels 2022 et du chiffre d'affaires T1 2023 de Largo. Dans un premier temps, le management de la société reviendra sur les résultats et les performances de la société. Puis ils répondront à vos questions que vous pourrez poser à l'écrit en cliquant sur le bouton dédié questions en bas à droite de votre écran. Claire, messieurs, c'est à vous. Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour la présentation de nos résultats annuels 2022 et chiffre d'affaires du premier trimestre 2023. Donc Largo, pour refaire un peu l'historique, donc au niveau du COMEX, Christophe et moi-même avons créé la société été 2016. Christophe, aujourd'hui, est en charge du commerce et du marketing. Et pour moi-même, je m'occupe des achats et de la production. Donc Olivier, je suis présent chez Largo depuis 2 ans, je suis DGA et j'ai un passé de 20 ans dans les telcos, aussi bien dans un FAI Telecom Italia en France à l'étranger que chez Virgin Mobile pour la téléphonie mobile. Claire Monbeg-Andrieux, je suis chez Largo depuis à peu près 2 ans et demi et précédemment j'ai été directeur financier de la société Tiffany & Co, le joaillier américain pour la France et le Benelux pendant une quinzaine d'années. Alors le métier de Largo, comment il s'organise? Donc on vient, notre métier est de prolonger la durée de vie des produits électroniques, principalement les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables. Donc on va sourcer les produits auprès des particuliers et des entreprises en local via des programmes de collecte, et puis également auprès de brokers internationaux qui agrègent des volumes importants de produits d'occasion. Ensuite, les produits sont reconditionnés ici sur notre site industriel en région nantaise. Et puis, ils sont distribués aussi bien sur le digital, les places de marché et notre site e-commerce, que dans le retail, la distribution, GSA, GSS, les opérateurs, et puis également sur le marché du B2B, où le reconditionné commence à prendre des parts de marché. Et puis, une fois que les produits arrivent en fin de vie chez nos clients, on peut à nouveau les collecter et les remettre dans la boucle. Alors, que se passe-t-il sur le marché? Donc, on a un léger tassement de la vente des smartphones reconditionnés. On peut voir à 2,9 versus 3,2, ce qui engendre d'ailleurs une contribution qui est plus ou moins égale à celle de l'année passée, à 17,1 versus 16,9. Entre-temps, le marché du neuf a également grandement chuté pour passer de 15 millions à 14 millions. Alors, quels sont les facteurs du dynamisme du marché du reconditionné? D'abord, il faut comprendre que le marché du neuf en lui-même n'a pas de réelles nouveautés à proposer, ce qui crée effectivement un intérêt croissant sur un mobile reconditionné. Les prix aussi, en l'occurrence de nos concurrents, enfin, du marché du neuf est en augmentation, ce qui crée un intérêt également sur le reconditionné. Enfin, un point important, on a un renforcement des leaders à venir, à savoir Apple et Samsung, parce qu'on subodore, et de plus en plus on le voit venir, le départ d'un groupe important qui s'appelle Bibica, qui renferme les marques Oppo, Vivo et OnePlus, ce qui fait que ces produits étant plutôt milieu de marché, la part des Apple et des Samsung va augmenter, ce qui va augmenter le prix de vente moyen du reconditionné et donner encore plus un intérêt aux produits reconditionnés. Enfin, l'intérêt croissant des Français pour je dirais, la cause écologique se fait sentir par le pourcentage d'achat de plus en plus important dû à cette raison. En résumé, le marché reste très dynamique, porté par des ventes digitales qui d'ailleurs au passage représentent plus de 60% du marché, soit environ 1,8 million d'euros sur 2,9. Quelques chiffres. Alors aujourd'hui, Largo, c'est 1000 m² dédiés au reconditionnement. On a agrandi la surface de l'atelier été 2022 pour arriver sur une capacité de production de 25 000 produits par mois. C'est plus de 300 000 smartphones reconditionnés depuis la création. La barre des 20 millions d'euros qui a été passée en 2022 avec une croissance de 104% sur les 2 dernières années. Et puis une distribution aujourd'hui dans plus de 2000 points de vente. Résultats et perspectives. Donc, on va vous présenter les résultats de la société. Alors, la première chose, c'est le chiffre d'affaires. Donc, nous avons clôturé 2022 avec un chiffre d'affaires en progression de 20% par rapport à 2021, à 21 millions d'euros. Nous publions aujourd'hui le chiffre d'affaires du premier trimestre 2023
Il s'établit à 3,9 millions et est en baisse de 12% par rapport au T1 de l'année dernière. Mais cette baisse est conforme à notre plan de marge 2023 et nous sommes même en avance de 400 000 € par rapport au budget que nous avons défini. Cette évolution illustre le changement de stratégie de l'Argo que nous allons vous présenter, que nous avons déjà actionné et qui va focuser l'année 2023 sur les ventes à valeur via à la fois le sourcing en circuit court sur lequel on va revenir et puis également sur les ventes sur le canal digital. En termes de répartition du chiffre d'affaires par canal, le canal digital passe de 26 à 46% du chiffre d'affaires sur ce premier trimestre, aux dépens de la grande distribution qui est moins créatrice de valeur pour nous et dont la part se réduit à la fois en pourcentage et aussi en valeur. Les principales variations sur ce premier trimestre sont une progression d'environ 700 000 € sur le canal digital, dont 200 000 € sur notre site largo.fr et un pilotage du chiffre d'affaires réalisé avec la grande distribution. Pour ce canal, nous avons stratégiquement gardé les ventes avec le plus de valeur. Le canal digital devient pour la première fois depuis l'existence de l'Argo le premier canal de distribution de la société. Quelques éléments de notre compte de résultats. Donc, comme publié en janvier, je venais de le mentionner, le chiffre d'affaires 2022 est en hausse de 20% par rapport à 2021. Cette hausse est issue en 2022 d'une progression de 35% du canal digital qui a représenté 23% du chiffre d'affaires 2022. Et le canal grande distribution est encore en 2022 le contributeur numéro 1 dans notre chiffre d'affaires à hauteur de 58%. La marge brute, quant à elle, est en hausse significative puisqu'elle passe de 2,2 millions d'euros en 2021 à 3,3 millions d'euros en 2022. En pourcentage de chiffre d'affaires, la progression est continue puisque le premier semestre de 2022 était à 12,2, stable par rapport à l'année précédente, et que le deuxième semestre atteint 18,2% du chiffre d'affaires, soit une hausse très significative. La marge après coût de reconditionnement est également en forte hausse sur le second semestre à 725 000 €, et ce malgré la structuration d'un service méthode et d'un pôle de techniciens experts qui représente une charge annuelle sur 2022 de 385 000 €. Enfin, l'EBITDA sur S2 2022 s'améliore également d'à peu près 700 000 € par rapport au premier semestre, grâce à un meilleur pilotage de l'activité et une quasi-stabilisation des coûts opérationnels sur le deuxième semestre, malgré un chiffre d'affaires du deuxième semestre en hausse significative. Enfin et rapidement, un point sur notre trésorerie. Donc, au 31 décembre 2022, notre trésorerie se montait à 6 millions d'euros. Cette trésorerie est stable sur le premier trimestre 2023 puisque nous confirmons également une position au 31 mars à 6 millions d'euros. Et cette stabilité sur des mois d'activité plus faibles s'explique également par l'amélioration du pilotage du BFR. Alors, avant de parler des priorités 2023, qu'est-ce qui s'est passé en termes de faits marquants sur 2022 ? Tout d'abord, en termes de buyback collect, on a démarré le programme Collect Orange courant T1 2022, qui nous assure aujourd'hui beaucoup de reprises. Secondo, au niveau de l'atelier, celui-ci est passé de 700 m² à 1000 m², permettant au passage une capacité de production de 10 000 à 25 000 produits par mois. Au niveau distribution, on a signé début 2022 un accord avec le grossiste Extenso, Innov8 en vérité, nous permettant d'être présents dans 3 enseignes majeures chez le retail français, à savoir Electrodépôt, Boulanger et Auchan. Enfin, on a développé notre présence chez les marketplaces et travaillé surtout les leviers principalement en SEO sur le site largo.fr. J'y reviendrai juste après. Les priorités pour 2023, donc accélérer l'approvisionnement en circuit court, optimiser la valeur par le pilotage industriel notamment, et augmenter la part des ventes sur les canaux à plus forte valeur. Donc, priorité complètement axée sur la rentabilité. Sur l'approvisionnement en circuit court, donc sur le premier trimestre, c'est une bonne nouvelle puisque c'est la première source d'approvisionnement. Elle est en hausse de 50% par rapport
au premier trimestre 2022. Donc, on vous rappelle, on l'avait déjà évoqué, mais les vertus du circuit court, au niveau de la marge, on a une marge unitaire qui est vraiment plus élevée qu'un sourcing broker. On est face à la distorsion de concurrence et au régime fiscal, notamment sur le digital, sur les places de marché. On se retrouve face à des acteurs parfois hors Europe qui ne payent pas la TVA. Comme les produits sont achetés majoritairement à des particuliers, ils sont achetés TTC, la TVA a déjà été payée. Donc, on n'a plus cette distorsion de concurrence liée à la TVA. Et puis, aujourd'hui, chez Largo, on n'a aucun frein au volume de vente sur ces produits, notamment sur le digital. Pour rappel, le digital, Olivier en a parlé tout à l'heure, pèse 60% du marché, donc plus d'1 500 000 unités. Autant vous dire qu'à notre échelle, on a largement de la place pour accélérer les ventes sur le digital. Et puis, également, la collecte nous permet d'obtenir des délais de règlement et donc vient directement améliorer le BFR. Sur le pilotage industriel, depuis l'été dernier, on a construit un certain nombre d'outils BI. Donc, les enjeux, c'était de pouvoir, post-diagnostic, avoir déjà une idée très précise du coût de reconditionnement de l'appareil et de pouvoir l'orienter vers le meilleur flux, soit de dire je le reconditionne parce que je sais que je vais pouvoir le vendre avec telle marge, soit je préfère le vendre en l'état puisque finalement, c'est plus intéressant financièrement. Donc ça, c'est un enjeu fort pour nous. Mettre en place un pilotage des coûts analytiques par produit, actualiser en permanence la cartographie valeur de chaque produit et calculer la marge embarquée. Donc ça, aujourd'hui, les outils sont mis en place. On a un outil qui pilote complètement le stock et la marge embarquée, et puis un outil qui pilote le flux post-diagnostic, qui vient vraiment orienter le flux aussi bien dans l'atelier que directement vers des canaux de vente pour optimiser la valeur. Alors, comment allons-nous augmenter les ventes à valeur? Déjà, sur le digital, il faut comprendre que le digital représente aujourd'hui sur le marché français plus de 60% des ventes de mobiles reconditionnés, ce qui fait à peu près 1,8 million, comme je l'ai dit précédemment, de ventes par an. Alors, au niveau des places de marché, on a fait quoi? On est présent chez de nouvelles places de marché, comme Refurb ou Boulanger, par exemple. On vend également à l'international au sein des places de marché, comme Amazon ou Back Market. On travaille les places de marché soit en direct ou via un agrégateur de flux. Et tout ceci est piloté avec nos vendeurs et notre équipe ici pour effectivement soutenir la capacité à piloter ces places de marché qui parfois sont assez complexes. Sur le site largo.fr, qui fait partie également du digital, le site e-commerce sur T1 2023 a fait x5 par rapport à T1 2022. Donc, le fruit du travail du SEO paye. Alors, le SEO, pour rappel, on travaille sur des leviers techniques, contenu, mots-clés, comparateurs et liens netlinkings. Tout ça paye aujourd'hui, ce qui fait qu'en termes de KPI, on a aujourd'hui plus de 200 liens en netlinking. On a un taux de transformation 2023 qui est à 1,5% versus moyenne 2022 à 0,5%. Et on a un CAC maîtrisé correspondant au budget. Quant aux ventes retail, on l'a dit préalablement, elles doivent être pilotées à la valeur. Ce qui fait que par le truchement intermédiaire de la collecte, cela nous offre des possibilités de vente sur des canaux qu'on n'adresse pas aujourd'hui ou très peu, à savoir les occasionnaires. Appelés occasionnaires, on entend par là des cash, des easy cash, des happy cash notamment. Enfin, Largo Business, Frédéric en a parlé, est une source de potentiel de croissance. Pourquoi? Parce que d'une part, aujourd'hui, le B2B, en termes de vente, est très peu représenté en reconditionné. Quant à nous, en termes d'action, on recentre nos actions commerciales sur les revendeurs, à proprement parler, et les grossistes, des gens comme Inmac, SCC, WeConnect. Pourquoi? Ça nous permet d'accroître notre distribution numérique et toucher énormément d'entreprises sans avoir à augmenter effectivement et faire croître notre force de vente ETP. Enfin, les métiers comme la collecte et les services comme le roulement, Apple Business Manager viennent en complément des ventes que l'on réalise effectivement sur ce canal Largo Business. La RSE est toujours au cœur de la croissance de Largo et du développement de la société. Donc, nous avons des outils différenciants. Pour mémoire, notre process industriel durable et Made in France est certifié label service garanti. On achète des pièces reconditionnées, on recycle en France, on recycle nous-mêmes certaines pièces détachées maintenant comme les appareils photo numériques.
On est labellisé Lucie 26000 depuis à peu près un an. Nous avons plusieurs initiatives pour limiter l'empreinte environnementale. Donc, nous avons réalisé un bilan carbone scope 1, 2 et 3 avec la société Tuvalu. On participe également à la rédaction de la méthode pour l'obtention du label bas carbone au profit de la profession de reconditionneur. Et puis enfin, nous avons mis en place un packaging éco-conçu, réutilisable et 100% recyclable qui est fabriqué en France et que nous avons commencé à utiliser à partir du mois de mai 2022. Nous sommes enfin labellisés EcoVadis Silver et nous avons intégré le premier quart des entreprises labellisées EcoVadis. Nous avons mis en place des partenariats associatifs avec Sea Shepherd et Toi à moi, ainsi qu'avec l'éco-organisme Écosystème. Et nous avons enfin intégré également les communautés du Coq Vert des Pays France et de la French Fab. Voilà, donc on a essayé de faire assez synthétique pour prendre le temps de pouvoir répondre à vos questions. Merci à tous pour cette présentation. Avant de commencer la session questions-réponses, je rappelle que vous pouvez poser vos questions au management de la société à l'écrit en cliquant sur le bouton dédié en bas à droite de votre écran. On enchaîne avec une première question sur l'approvisionnement. Est-ce que vous avez des problèmes d'approvisionnement de vos pièces que vous remplacez actuellement? Alors déjà, on peut dire qu'on n'a pas été pénalisé au niveau de l'approvisionnement, au niveau des pièces détachées. En revanche, on a eu sensiblement une augmentation des coûts. Pourquoi? Parce que en raison de la Chine qui ouvrait et qui fermait pendant le Covid, et encore tout récemment, nous avons parfois privilégié l'aérien au bateau. Et secondo, aussi parfois, nous avons dû faire appel à des grossistes nationaux, locaux, un peu plus chers que le sourcing via la Chine. Donc, en l'occurrence, pas de problème de rupture d'approvisionnement sur les pièces détachées. Très clair, merci Olivier. Une question relative à la stabilisation récente de la trésorerie. Est-ce que cette stabilisation permet d'écarter l'hypothèse d'une augmentation de capital? Tu veux répondre? Oui, effectivement, enfin, on écarte de toute façon à court terme une augmentation de capital puisqu'aujourd'hui, on a les moyens de continuer notre développement sans faire appel au marché. Très clair, merci. Est-ce que vous pouvez nous informer sous quel délai pensez-vous dégager un bénéfice? Et on a une question connexe, c'est pour quand visez-vous un EBITDA positif? Alors à date, l'Argo a suspendu ses objectifs financiers en matière de rentabilité, effectivement. La société reviendra vers le marché dès qu'elle aura plus de visibilité quant à l'atteinte de la rentabilité opérationnelle. Néanmoins, la nouvelle stratégie qu'on vous a présentée et qui est déployée aujourd'hui depuis plusieurs mois se focalise justement sur l'amélioration des indicateurs de notre rentabilité, qui est clairement le focus de cette année 2023. Merci Claire. On a pas mal de questions relatives au repli du cours de bourse. Comment expliquer ce repli et quelles sont vos mesures pour rassurer les actionnaires à long terme, à moyen long terme? Alors, le repli, nous, l'explication, on ne l'a pas forcément parce qu'on n'a pas l'expertise des investisseurs et notamment des investisseurs institutionnels. Ce qui est certain, c'est que la non-atteinte du chiffre d'affaires de l'année dernière a joué pour beaucoup et la conséquence de l'abandon des guidances également. Aujourd'hui, c'est justement ce type de meeting qu'on va faire bien sûr régulièrement qui nous permet également de vous expliquer comment on avance et de vous rassurer également. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'on va prendre la parole plus régulièrement. Vous le voyez, le pivot de stratégie fonctionne parce que même sur S2, où on commençait tout juste à mettre en place ce pivot, notamment au niveau du sourcing et au niveau du contrôle de gestion industrielle, on voit déjà que la marge brute passe de 12 à 18.
Et vous doutez bien que déjà sur 2023, ça continue à évoluer dans le bon sens, puisqu'on a un sourcing qui est pour plus de 50% maintenant en circuit court. Et on est très au-dessus des prévisions qu'on avait envisagées sur le T1, sur le sourcing en circuit court. Et puis nos outils de pilotage industriel aujourd'hui sont effectifs, ils sont mis en place et ils fonctionnent. Donc voilà, on reviendra plus régulièrement probablement vers le marché pour rassurer, notamment sur l'horizon d'atteinte de la rentabilité et de développement de chiffre d'affaires. Merci Frédéric. On a justement une question d'un spectateur relative à cet approvisionnement en circuit court. Comment concrètement comptez-vous le développer à court terme et n'allez-vous pas faire face à des problématiques de volume? Alors, comme je disais, on a déjà commencé à bien le développer. Je vous disais, sur T1, déjà, on est à plus de 40% au-dessus de ce qu'on avait envisagé. Et encore, on n'a pas ouvert toutes les gammes de produits, et notamment, et pas non plus tous les programmes auxquels on a accès. On va continuer à accéder à des programmes de collecte à travers l'Europe. Donc aujourd'hui, de la même façon qu'on est tout petit sur le digital, sur la collecte également, on est plutôt petit et on a beaucoup de volume encore à aller chercher. Donc on n'a pas vraiment de limitation, en tout cas à horizon. Si je reprends les métriques qu'on avait annoncées à l'IPO, de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires à horizon 4-5 ans, on n'a pas de souci pour aller chercher suffisamment de volume en collecte en France et en Europe pour atteindre ce niveau de chiffre d'affaires. Et sur l'autre pan du développement qui est lié au développement du canal digital, comment vous comptez faire pour développer ce canal et on a une question sur comment comptez-vous faire pour développer la notoriété de la marque Largo sur ce canal? Le canal digital, on l'a prouvé aussi par les chiffres, la croissance est forte. Les places de marché font plus 42% en T1 de ce trimestre. Le site fait x5 et on sait en fait que ces places de marché, plus on les nourrit, plus on vend derrière, et en fait, c'est plus effectivement une question de production que de sourcing, dont on vient de parler, et que de sortie, puisque effectivement, les places de marché, il y a encore un gros potentiel, et on n'a pas encore aujourd'hui ouvert tout le monde. On a encore d'autres places de marché à ouvrir en France et l'international. Le site, il progresse fortement, il va continuer à progresser. Aujourd'hui, on investit principalement en SEO et non pas en mots-clés. Donc, on maîtrise notre CAC, bien évidemment. Et au fur et à mesure que les taux s'améliorent de transformation, notamment, on sera peut-être amené à investir un peu plus. Donc, le digital représente en France 60% des ventes. Nous, on n'en est pas encore à 60, mais on va probablement l'atteindre très rapidement. Et finir l'année au-delà de 60, ça, c'est quasiment assuré. Merci Olivier. On a désormais une question sur les coûts de main-d'œuvre. Est-ce qu'ils ont été mieux maîtrisés au S2 avec moins de recours à l'intérim que précédemment? Oui, absolument. Il y a eu une grosse baisse de l'intérim sur le S2. En termes de fidélisation d'équipe, parce qu'en fait, on a fait appel à l'intérim aussi, parce qu'il y avait un peu de départ et de turnover, et il a fallu qu'on monte en charge rapidement. Pour la partie production, on est attaché à renforcer la fidélisation de nos collaborateurs, qui est clé, en leur faisant bénéficier d'une formation interne sur un nouveau métier qui n'existait pas il y a quelques années. Et c'est vraiment clé. Aujourd'hui, alors en Loire-Atlantique, c'est vrai que le chômage est particulièrement faible et que toutes les entreprises ont des enjeux de recrutement. Donc, on travaille très fort sur ce point-là. Pour rester sur le compte de résultat, on a une question financière sur la marge brute après coût de reconditionnement est à 725, mais l'EBITDA à moins 4 millions. Est-ce que cela peut être interprété comme une forte dépense en approvisionnement de stock ou est-ce que c'est les salaires qui font chuter l'EBITDA? Non, en fait, c'est pas le stock. Entre la marge après coût de reconditionnement et l'EBITDA, il y a effectivement toutes les charges de la société qui ne sont pas
liées au coût de reconditionnement, donc notamment, et c'est la première des charges, les salaires et charges sociales, et aussi toutes les autres charges qui se sont stabilisées sur S2. C'est pour ça qu'il y a une amélioration de l'EBITDA entre le S1 et le S2 2022. On a une question désormais sur l'atteinte de votre taille critique. À quel horizon pensez-vous atteindre la taille critique? Est-ce qu'un rapprochement avec un autre industriel est-il envisageable? On a répondu. La taille critique, on a répondu à la question tout à l'heure, parce que c'est un peu la même question que à quel horizon vous allez être EBITDA positif. C'est juste une formulation un petit peu différente. Sur l'adossement, alors, il y a des réflexions sur le sujet, en effet. Maintenant, il n'y a rien de lancé pour l'instant, mais il y a des réflexions pour le futur. En fait, il faut avoir en tête que l'enjeu de l'Argo et des reconditionneurs en général, il est clairement industriel aujourd'hui. Il est clairement industriel, mais ça, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, dont il y a vraiment un enjeu d'accélérer dans l'industrialisation de la filière. D'ailleurs, je fais un petit aparté, la filière est quand même en train de se structurer également côté législateur. Hein. Ça, c'est assez récent, mais bon, il y a eu la définition du reconditionné, c'est qui est arrivé il y a quelques mois, mais là, le législateur a mandaté plusieurs entités, dont les deux syndicats dans lesquels sont présents les acteurs du reconditionné, et ils sont mandatés par l'État pour créer le label reconditionné. Donc là, on travaille activement avec les syndicats, la DGE et le ministère de la Transition du numérique sur le sujet pour pouvoir avoir un label qui cadre un peu le reconditionnement en France. Et c'est un label, bien sûr, qui va être très axé sur la qualité, que ce soit technique ou cosmétique. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour la profession. Donc forcément, qui dit enjeu industriel fort, dit besoin en financement à moyen long terme également élevé pour pouvoir répondre à ces enjeux industriels. Donc l'adossement, pourquoi pas, ça peut être une des options. Vous avez un peu abordé le point lors de votre présentation, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le sourcing en circuit court ainsi que la vente sur les places de marché sont-ils plus intéressants d'un point de vue fiscal? D'un point de vue fiscal, alors, en fait, quand vous rachetez un bien d'occasion à un particulier, le particulier a déjà payé la TVA et vous n'avez pas à la repayer. Donc, c'est un régime fiscal qui s'appelle le régime de TVA sur marge. C'est-à-dire quoi? C'est dans la définition de TVA sur marge, c'est que vous payez la TVA uniquement sur la marge. Donc, pour le coup, c'est vrai que pour le digital, la problématique qu'on a, acteurs français et européens sur le digital, c'est qu'on se retrouve bien souvent face notamment à des Asiatiques qui ne s'acquittent pas de la TVA. Et malgré les efforts qu'a fait le législateur au niveau européen d'avoir mis un guichet unique en Europe et d'avoir mis des règles, bon, les règles n'ont pas changé grand-chose pour l'activité sur les places de marché, puisqu'une entreprise qui n'est pas basée en Europe peut tout à fait s'immatriculer dans n'importe quel pays d'Europe. Et du coup, ce n'est pas la place de marché qui devra payer TVA, mais c'est elle. Bon, et le fait est qu'elle ne paye pas la TVA. Donc c'est vrai qu'auparavant, sur des approvisionnements de brokers, c'était compliqué pour nous d'être compétitifs sur le digital, puisque bon, vous connaissez nos taux de marge. Quand vous avez la TVA à verser en plus, forcément, ça ne passe pas. Donc vraiment, de développer cette collecte en circuit court et en régime de TVA sur marge, nous permet de gommer clairement la distorsion de concurrence liée à cette TVA. Alors, on en paye quand même une, mais uniquement sur la marge, et pas sur l'entièreté du prix de vente du produit. On avait une question sur votre capacité de reconditionnement actuelle. Est-ce que vous pouvez la rappeler? Alors, on a effectué un certain nombre de travaux dans l'été pour agrandir l'atelier. Et aujourd'hui, l'atelier est agencé, équipé pour traiter jusqu'à 1200 produits par jour.
Donc, la capacité de l'atelier aujourd'hui est de traiter 1200 produits par jour. On est monté, donc environ 25 000 par mois. On est monté l'année dernière, sur les 2 derniers mois de l'année, à 15 000 produits par mois. Et je rajouterais qu'aujourd'hui, on travaille en un shift, bien évidemment. On a une question connexe sur l'objectif 2023 du chiffre d'affaires de Largo. Est-ce que vous pouvez le rappeler? On l'a annoncé en janvier, donc on est sur un pilotage à plus de 10% de croissance de chiffre d'affaires. Ce qu'on avait annoncé un peu en début d'année, c'est que 2023, c'est un peu une année palier après 2 années d'hypercroissance. Et on n'allait pas chercher la course au chiffre d'affaires, mais plutôt la course à la rentabilité. Et après, on reverra les voies, bien sûr, pour refaire monter le chiffre d'affaires avec des croissances plus significatives. Mais aujourd'hui, voilà, les hypothèses de chiffre d'affaires sont sur une croissance supérieure à 10%. On a un spectateur qui revient sur les taux de marge. Vous réalisez 3,5% de marge après coût fixe. Quel taux pensez-vous pouvoir atteindre? Y a-t-il suffisamment de marge dans ce secteur d'activité? Ouais, alors c'est un peu délicat. On ne peut pas vous communiquer le taux qu'on a en target là sur 2023. Mais bon, en fait, si on reprend l'historique et qu'on communique que sur l'historique, on est passé de 12 à 18 avec finalement un mix d'appro circuit court sur le S2 qui reste encore assez faible. Bon, là, vous avez bien compris, sur T1, on est sur un mix d'appro circuit court à plus de 50%. Donc, mécaniquement, vous allez avoir un effet encore significatif sur la marge brute et sur la marge après coût de reconditionnement. Donc, après, je vous laisse faire la règle de 3. Mais voilà, la marge brute sur S2 est à 18. La marge après coût de reconditionnement est à 6 ou 6,3. On a créé un pôle méthode, un pôle d'expertise également qui n'existait pas avant, donc qui engendrait des coûts d'environ 400 KE sur l'année avec une belle proportion sur S2. Donc ça, c'est un peu des coûts fixes de prod, hein, c'est pas vraiment des coûts variables. Donc après, je vous laisse le soin de prendre vos calculatrices et de pouvoir projeter. En tout cas, ça sera meilleur, bien sûr. Et donc, oui, il y a suffisamment de marge, pour répondre à la question. Oui, il y a suffisamment de marge. Est-ce que vous avez prévu de vous diversifier en termes de produits et de faire autre chose, de reconditionner autre chose que du smartphone? Aujourd'hui, on travaille des produits IT, donc oui, des mobiles smartphones, on fait des tablettes, on fait des AirPods, on fait des montres également. Ponctuellement, on fait quelques PC, quelques MacBooks. Mais aujourd'hui, on est plutôt core business, effectivement, sur ce que je viens de dire, versus aller chercher une diversification. Donc, en l'état actuel des choses. Oui. Une question sur votre politique salariale. Prévoyez-vous de distribuer des actions gratuites à vos salariés? Alors, on en a distribué l'année dernière. Alors, ce n'est pas des actions gratuites qui sont immédiatement disponibles. En fait, il y a eu 2 plans. Un premier plan pour fidéliser les collaborateurs qui est levable sur 3 ans. Et puis, un deuxième plan pour des collaborateurs qui sont plus actifs et plus clés dans l'entreprise et dont il est important qu'on puisse les fidéliser dans le stade de développement où est Largo. Mais sinon, à part ces plans, pour le moment, il n'y a pas d'autres plans prévus. Ensuite, on a une question sur, selon vous, quel est le plus gros risque pour cette année et que faites-vous pour le minimiser ou sécuriser? Je vais faire un début de réponse. Je pense que sur le marché, on se rend compte que les brokers internationaux ont moins de produits, puisque la crise aux USA fait que les consommateurs ont ramené moins, on garde leurs produits et ne sont pas collectés. Donc, de facto, ils arrivent moins en Europe. Mais comme nous, comme on vient de vous l'expliquer, on a fait vraiment un tournant au niveau de nos approvisionnements pour se réorienter totalement sur la collecte. On n'est pas impacté par ce risque-là.
c'est un risque macro sur le marché, mais qui ne nous impacte pas sur l'Argo. Merci Olivier. On a une demande de précision sur qu'est-ce qu'intègrent les coûts de reconditionnement. Est-ce que ça comprend la masse salariale Alors, et ensuite, oui, allez-y Claire. Donc, les coûts de reconditionnement, ça inclut tous les coûts liés à l'atelier. Donc, la masse salariale des personnes qui reconditionnent les téléphones, donc de tout l'atelier. Et puis également une quote-part des frais généraux qui sont rattachés à l'atelier, donc quote-part de loyer, quote-part de l'ERP, ce genre de choses. C'est ce type de coût. Ça n'intègre pas que les coûts variables, c'est tous les coûts variables et fixes de l'atelier. Entendu. Et il y avait une question, c'était la fin de la question, qu'intègrent exactement les coûts fixes de 5 millions d'euros en 2022? Alors, c'est quel niveau, 5 millions d'euros? Déjà, tu as 2,5 millions pour la Oui, c'est les salaires et charges, de toute façon, l'essentiel. Et puis après, donc c'est le reste des coûts fixes d'une société. Donc, il y a des honoraires, il y a des voyages et déplacements, il y a de la publicité, il y a aussi les coûts fixes d'une société, du loyer, tous ces coûts fixes-là. La moitié concerne l'atelier et l'autre moitié concerne l'entreprise. Et le gros, c'est les salaires. Dans tous ces coûts, la très grosse majorité, ce sont les salaires et les charges sociales. On a une question qui vient d'arriver justement sur ce sujet. C'est quoi le pourcentage des salaires et des charges dans le chiffre d'affaires? Alors, il n'est pas là. Je vais le reprendre. Donc, on a eu un montant de salaire et charges sociales en 2022 de 4 millions d'euros. Donc, divisé par 21. « 19%. Merci Claire. On a une question désormais sur l'impact des coûts énergétiques. Le coût de l'énergie peut-il impacter les objectifs de l'Argo? Non, alors nous, on a un coût énergétique qui n'est pas significatif du tout à l'échelle de la société. Donc, même s'il a augmenté de façon importante en pourcentage, ça reste très, très non significatif à l'échelle des résultats de la société. Merci à tous. On arrive à la fin de cette session questions-réponses. Je vous laisse le mot de la fin. Merci Quentin, et merci à tous pour votre présence à cette présentation des chiffres 2022 et du chiffre d'affaires du premier trimestre. Et on vous dit à très bientôt. Rendez-vous dans 3 mois pour les nouvelles publications. Merci. Merci, bonne journée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir.